Le froid pénétrant de la cellule dans la prison du Temple transperçait les os de la femme qui fut autrefois la reine la plus puissante d'Europe. Marie-Antoinette, maintenant âgée de 37 ans, était méconnaissable. Ses fameux cheveux blonds, autrefois élégamment coiffés, étaient devenus complètement blancs en quelques mois. Ses vêtements luxueux avaient été remplacés par des haillons noirs et sales. Les murs humides et sombres contrastaient brutalement avec les salons dorés de Versailles. L'odeur de moisie et d'excréments avait remplacé les parfums délicats qui l'enveloppaient autrefois. Au lieu des centaines de courtisans qui se disputaient son attention, il n'y avait maintenant que le silence, occasionnellement brisé par les cris des révolutionnaires dans les rues, exigeant sa tête. Isolée de tout et de tous, privée même du contact avec ses enfants, elle passait des heures assise sur un banc en bois, regardant fixement la petite fenêtre grillagée. Les gardes l'observaient avec un mélange de curiosité et de mépris, comme s'ils essayaient de comprendre comment cette figure pathétique avait pu un jour être Madame Déficit, la reine qui avait mené la France à la banqueroute. Le son métallique des clés résonnait dans les couloirs à chaque changement de garde. Chaque bruit la faisait tressaillir, lui rappelant les jours terribles où la famille royale avait été arrachée du palais des Tuileries par la foule en colère. L'odeur du pain frais qui venait parfois de la rue provoquait des souvenirs amers, des accusations selon lesquelles elle aurait dit « s'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche », des mots qu'elle n'avait jamais prononcés, mais qui avaient scellé son destin. Ses mains, autrefois couvertes de bagues et consacrées uniquement à jouer de la harpe et à tourner les pages de romans, étaient maintenant calleuses à force de raccommoder ses propres vêtements. Le miroir brisé dans sa cellule révélait un visage dévasté par le temps et la souffrance. Les lèvres qui souriaient autrefois lors de fêtes interminables tremblaient maintenant en prières silencieuses. Pendant la nuit, les rats étaient sa seule compagnie. Ils couraient librement sur le sol de pierre, se disputant les miettes de son pain noir. Il était difficile de croire que cette même femme avait autrefois présidé des banquets somptueux à Versailles, où les mets les plus fins d'Europe étaient servis dans des assiettes en or. Les larmes ne coulaient plus. Elle s'était tarie avec ses espoirs de salut. L'ancienne reine savait que son destin était scellé. Les révolutionnaires l'avaient transformée en symbole de tout ce qu'ils détestaient, le luxe, l'extravagance, la tyrannie et la trahison. Chaque pamphlet diffamatoire, chaque caricature obscène, chaque rumeur malveillante avait contribué à sa chute. Le poids de la couronne qu'elle avait un jour portée semblait maintenant écraser ses épaules voûtées. Les bijoux qui ornaient son cou avaient été remplacés par une épaisse chaîne de fer. Le titre de « Mère des Français » qu'elle portait avait été remplacé par « Veuve Capet », un nom qui portait tout le mépris d'une nation en révolution. Dans son isolement, alors qu'elle entendait le bruit lointain de la guillotine testée sur la place, une question résonnait dans son esprit tourmenté. Comment une archiduchesse autrichienne, élevée pour être le symbole suprême de la royauté et française, avait-elle fini par devenir la cible principale de la haine de toute une nation? La réponse, elle le savait, était enfouie dans 2 décennies de décisions fatales, d'alliances brisées et d'une incapacité fondamentale à comprendre le peuple qu'elle devait gouverner. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous inscrire à notre chaîne et de laisser un like. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. Au matin du 2 novembre 1755, des canons tonnèrent à Vienne, annonçant la naissance de la 15e fille de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche. Maria Antonia Josepha Johanna arrivait au monde à l'apogée du pouvoir de la dynastie des Habsbourg, à une époque où l'Europe était gouvernée par un système complexe d'alliances royales. Le Saint-Empire romain germanique, gouverné par les Habsbourg, entretenait une rivalité historique avec le royaume de France, contrôlé par les Bourbons. Cette tension séculaire consumait des ressources, des vies, et menaçait constamment la stabilité du continent. La solution proposée par le ministre Kaunitz fut audacieuse.
une alliance matrimoniale entre les deux plus grandes puissances catholiques d'Europe. Dans le monde médiéval du XVIIIe siècle, l'Église catholique exerçait encore une énorme influence sur les décisions politiques. Les nobles vivaient dans une réalité parallèle de privilèges et de traditions centenaires, tandis que le peuple supportait des impôts de plus en plus lourds. La structure féodale, bien que chancelante, déterminait encore rigidement la position de chaque individu dans la société. La petite archiduchesse grandit dans les couloirs dorés du palais de Schönbrunn, où elle apprit très tôt les règles complexes de l'étiquette de la cour. Elle démontra un talent naturel pour la danse, la musique et les jeux sociaux de la cour. Sa beauté et sa grâce étaient commentées par tous les ambassadeurs qui visitaient Vienne. Cependant, son éducation formelle était superficielle, un détail que sa mère, occupée à gouverner un empire, négligea fatalement. À 12 ans, lorsqu'elle fut choisie pour être la future reine de France, sa transformation commença. L'ambassadeur français supervisa personnellement ses cours de français, d'étiquette et d'histoire. Ses dents furent réalignées lors d'une procédure douloureuse sans anesthésie. Sa garde-robe fut entièrement renouvelée selon la mode française. Même sa démarche fut recalibrée pour s'adapter aux talons très hauts portés à Versailles. En 1770, à 14 ans, elle quitta Vienne dans une procession grandiose. À la frontière française, elle participa à une cérémonie symbolique où elle fut complètement dépouillée de ses vêtements autrichiens. Nue devant des dizaines de nobles, elle fut revêtue de vêtements français, un rituel qui marquait sa transformation définitive en princesse française. Le mariage avec le dauphin Louis-Auguste, futur Louis XVI, fut célébré avec une opulence sans précédent à Versailles. 30 000 bougies illuminèrent la galerie des glaces. 7 000 invités se disputaient l'espace dans les jardins du palais. À Paris, les festivités populaires durèrent des jours, avec du vin jaillissant des fontaines et une distribution gratuite de pain. La jeune Marie-Antoinette, désormais dauphine de France, conquit immédiatement la cour par sa beauté et son charme naturel. Le vieux roi Louis XV fut enchanté par sa nouvelle petite-fille par alliance. Les courtisans se disputèrent son attention et ses faveurs. Même le peuple de Paris, la voyant lors de ses rares apparitions publiques, applaudissait sa grâce et sa jeunesse. Sa première décision stratégique fut de cultiver une amitié étroite avec ses belles-sœurs, les filles de Louis XV. Grâce à elles, elle commença à comprendre les méandres complexes de la politique française et les relations intriquées du pouvoir à Versailles. Elle forma bientôt son propre cercle d'amis et de confidents, démontrant une habileté naturelle pour la diplomatie sociale. Le 10 mai 1774, Louis XV mourut de la variole. À 18 ans, Marie-Antoinette devint reine de France. Lorsque la couronne fut placée sur sa tête lors de la cérémonie de couronnement, personne ne pouvait prévoir que ce moment marquerait non seulement son ascension définitive au pouvoir, mais aussi le début de sa longue chute. En tant que reine de France, Marie-Antoinette transforma rapidement Versailles en son royaume particulier. Le palais, qui était déjà le centre du pouvoir politique de l'Europe, devint également la capitale de la mode et du divertissement. Ses fêtes étaient légendaires, ses robes dictaient les tendances, et sa parole pouvait faire ou détruire des réputations d'un simple geste. Son pouvoir s'accrut encore lorsqu'elle commença à exercer une influence directe sur les décisions d'État. Le roi Louis XVI, timide et indécis, recourait fréquemment au conseil de son épouse. Marie-Antoinette utilisait ce pouvoir pour nommer des ministres, distribuer des pensions et des titres de noblesse et interférer dans la politique étrangère française, surtout dans les questions liées à son Autriche natale. Les premiers ennemis ne tardèrent pas à apparaître. L'ancienne noblesse française voyait avec méfiance cette étrangère qui avait conquis tant de pouvoir en si peu de temps. Le comte de Provence et le comte d'Artois, frère du roi, craignaient son influence croissante, d'autant plus que le couple royal n'avait pas encore produit d'héritier après des années de mariage. La première grande trahison vint du duc d'Orléans, cousin du roi. Secrètement,
il commença à répandre des pamphlets diffamatoires sur la reine, insinuant qu'elle entretenait des liaisons amoureuses avec divers courtisans et même avec des femmes de la cour. Les pamphlets, connus sous le nom de libelles, circulèrent à Paris et à Versailles, ternissant graduellement la réputation de l'Autrichienne, comme on l'appelait péjorativement. La situation s'aggrava avec la crise financière qui commençait à frapper la France. Alors que le peuple souffrait de la faim, Marie-Antoinette construisait son propre palais, le Petit Trianon, où elle organisait des fêtes exclusives et coûteuses. Sa passion pour les jeux de hasard, où elle pariait des fortunes en une seule nuit, lui valut le surnom de Madame Déficit. En 1778, après 8 ans de mariage, naquit enfin sa première fille, Marie-Thérèse. Mais le peuple et la cour voulaient un héritier mâle, et les rumeurs sur sa stérilité et la prétendue impuissance du roi se multipliaient. La pression pour la naissance d'un dauphin devint insupportable. Le coup émotionnel commença à se manifester. Marie-Antoinette se réfugia de plus en plus dans son cercle intime d'amis, spécialement la princesse de Lamballe et la comtesse de Polignac, qui recevaient des pensions généreuses et des privilèges extraordinaires. Cette préférence pour un petit groupe de favoris créa des ressentiments profonds à la cour. La violence commença à se manifester dans les rues. En 1785, l'affaire du collier, une intrigue complexe impliquant un très précieux collier, le diamant, éclata comme un scandale. Bien que Marie-Antoinette fût complètement innocente, sa réputation fut irrémédiablement détruite. Le peuple était convaincu que la reine avait conspiré pour voler les joyaux de la couronne. Les tensions politiques s'intensifièrent lorsque Marie-Antoinette obtint le renvoi du ministre réformiste Turgot, qui tentait d'implémenter des changements pour sauver les finances du royaume. Cette interférence dans les affaires d'État fut perçue comme une preuve qu'elle travaillait contre les intérêts de la France en faveur de l'Autriche. En 1781, l'héritier tant attendu naquit enfin. Le petit Louis-Joseph, futur dauphin de Bicentenaire et France, aurait dû être le salut de la monarchie. Cependant, sa naissance coïncida avec le début d'une guerre personnelle que Marie-Antoinette mènerait pendant les années suivantes, le conflit entre son identité en tant que reine de France et sa loyauté envers la maison des Habsbourg. À l'apogée de son pouvoir, Marie-Antoinette vivait dans un paradoxe. Extérieurement, son influence n'avait jamais été aussi grande. La naissance du dauphin avait renforcé sa position. Ses fêtes à Versailles étaient plus grandioses que jamais et son style de vie avait atteint des niveaux de luxe sans précédent. Intérieurement, cependant, les contradictions de son règne commençaient à corroder les fondements de la monarchie française. La reine maintenait une routine de dépenses extraordinaire. Sa garde-robe comptait plus de 200 nouvelles robes par an. Ses bijoux, incluant le fameux ensemble de rubis et de diamants, coûtaient des fortunes. Le Petit Trianon, son refuge particulier, consommait des sommes astronomiques en réformes et fêtes exclusives où l'étiquette rigide de Versailles était abandonnée en faveur d'une intimité qui scandalisait la cour traditionnelle. Les alliances politiques devenaient de plus en plus instables. Le parti dévot, dirigé par ses belles-sœurs, l'accusait de frivolité et de corrompre les coutumes de la cour. Les philosophes des Lumières critiquaient son pouvoir absolutiste et sa résistance aux réformes nécessaires. L'ancienne noblesse lui reprochait son favoritisme pour un petit cercle d'amis qui recevait privilèges et pensions généreuses. Les guerres consumaient le trésor royal. La participation française à la Révolution américaine, que Marie-Antoinette soutint principalement pour affaiblir l'Angleterre, draina davantage les caisses publiques. La dette nationale atteignit des niveaux alarmants, forçant des augmentations constantes des impôts qui pesaient sur le peuple déjà appauvri. Les Eisenthal, révoltes populaires, commencèrent à se multiplier. À Paris, le prix du pain, aliment de base de la population, s'envola. Les marchés étaient le théâtre de tumultes fréquents. Des pamphlets révolutionnaires circulaient librement, beaucoup d'entre eux attaquant directement la reine avec
des caricatures obscènes et des accusations de trahison, de lesbianisme et d'inceste. La relation avec l'Église catholique, pilier fondamental de la monarchie française, se détériorait également. Le haut clergé critiquait le comportement mondain de la reine, tandis que le bas clergé dénonçait les privilèges et la corruption de la cour. L'archevêque de Paris allait jusqu'à faire des sermons voilés contre son influence sur le roi. Les sétégies, divisions familiales, s'approfondirent dangereusement. Les frères du roi, spécialement le comte de Provence, conspiraient ouvertement contre elle. Ses belles-sœurs répandaient des rumeurs malveillantes sur sa vie privée. Même sa fille Marie-Thérèse commençait à manifester de l'embarras face au comportement de sa mère. Les premiers signes clairs de la chute approchaient. En 1785, l'hiver particulièrement rigoureux provoqua une crise de famine à Paris. Alors que le peuple mourait de froid dans les rues, Marie-Antoinette organisait des bals masqués et des opéras privés à Versailles. La distance entre la royauté et la réalité du peuple devenait un abîme infranchissable. Le ministre Calonne, nommé sous l'influence de la reine, tenta d'implémenter des réformes fiscales qui incluaient, pour la première fois dans l'histoire française, la taxation de la noblesse. La résistance fut immédiate et féroce. L'Assemblée des notables, convoquée en 1787, se transforma en une scène de confrontation entre les différentes factions de la noblesse, toutes unies seulement dans leur opposition à la reine étrangère. Le coup fatal à sa réputation déjà affaiblie vint avec la mort de son fils cadet, Louis-Charles, en 1789. L'enfant de seulement 7 ans succomba à la tuberculose après des mois d'agonie. Tandis que la reine s'enfermait dans un deuil profond, s'isolant encore plus de la cour et du peuple, ses ennemis répandaient la rumeur que le petit prince avait été empoisonné sur ordre de sa propre mère, qui préférait soi-disant voir son fils mort plutôt que de le perdre aux mains des révolutionnaires. L'année 1789 se leva avec Paris sous une couche de neige et de famine. Les erreurs de Marie-Antoinette commençaient à s'accumuler comme des dettes impayables. La convocation des États généraux, première réunion des 3 États du royaume depuis 1614, se révéla être une décision désastreuse. La reine, convaincue de son droit divin, refusa de faire toute concession significative au tiers-État. Les rues de Paris bouillonnaient de rumeurs et de conspirations. Chaque geste de la reine était interprété comme une provocation. Quand elle apparut au bal de l'opéra portant une robe couleur carmin, couleur traditionnellement réservée aux exécutions, les pamphlétaires transformèrent l'incident en un présage sinistre. Le peuple était convaincu qu'elle planifiait un bain de sang. Au palais, les trahisons se multipliaient, comme des rats dans les caves. Le duc d'Orléans, cousin du roi, finançait ouvertement les révolutionnaires. Le comte de Provence, frère, aîné de Louis XVI, se préparait à assumer le trône au cas où le roi serait déposé. Même ses anciens amis commençaient à l'abandonner, prévoyant la tempête qui approchait. La situation devint encore plus tendue lorsque Marie-Antoinette convainquit le roi de concentrer des troupes à Paris. C'était une tentative désespérée de maintenir l'ordre, mais le peuple interpréta ce mouvement militaire comme le début d'un coup de la couronne. Le prix du pain atteignit des niveaux records, et des foules affamées commençaient à se former dans les rues de la capitale. Le 14 juillet, la situation échappa complètement au contrôle. La chute de la Bastille ne fut pas seulement une attaque contre une prison, ce fut un coup direct au cœur du pouvoir absolutiste que Marie-Antoinette représentait. Quand elle reçut la nouvelle, elle aurait dit au roi « Aujourd'hui, ce n'est pas seulement une révolte, c'est une révolution ». Il était trop tard pour comprendre la gravité de la situation. L'isolement de la reine augmentait chaque jour. Ses partisans les plus proches commencèrent à fuir le pays, prévoyant le désastre imminent. La princesse de Lamballe la supplia de quitter aussi la France, mais Marie-Antoinette refusa, déclarant que sa place était aux côtés du roi. Ce fut une décision qui scella son destin. En octobre 1789, des milliers de femmes parisiennes
marchèrent jusqu'à Versailles. Armées de couteaux de cuisine et de pics improvisés, elles exigeaient du pain et la tête de l'Autrichienne. Marie-Antoinette, réveillée au milieu de la nuit par des cris de mort, eut à peine le temps de fuir ses appartements avant que la foule ne les envahisse. Son lit fut transpercé des dizaines de fois par des piques furieuses. La famille royale fut forcée de retourner à Paris, s'installant au palais des Tuileries, qui ressemblait plus à une prison dorée. Là, Marie-Antoinette vécut ses derniers moments de liberté relative. Ses cheveux, autrefois blonds dorés, blanchirent rapidement. Son visage, célèbre pour sa beauté radieuse, vieillit de plusieurs décennies en quelques mois. Le désespoir de la reine se manifestait par des tentatives de plus en plus risquées pour sauver la monarchie. Elle établit une correspondance secrète avec des cours étrangères, implorant une intervention militaire. Chaque lettre interceptée, chaque plan découvert ne servait qu'à confirmer aux yeux du peuple sa réputation de traîtresse à la patrie. La crise finale approchait inexorablement. En juin 1791, la famille royale tenta de fuir Paris déguisée. La fuite mal planifiée et exécutée de façon désastreuse se termina par leur capture à Varennes. Le retour à Paris, sous escorte de la garde nationale, fut une humiliation sans précédent. À partir de ce moment, il n'y avait plus de retour possible. La reine, qui avait autrefois régné sur Versailles, était sur le point de devenir prisonnière de son propre peuple. L'échec de la fuite vers Varennes marqua le début de la fin. La famille royale, maintenant prisonnière aux Tuileries, vivait sous surveillance constante. Le 10 août 1792, une foule en furie envahit le palais. Marie-Antoinette, qui avait déjà tout perdu, perdrait aussi sa dernière dignité, le titre de reine. La famille fut transférée à la prison du Temple, une ancienne forteresse médiévale transformée en prison. Là, dans une cellule humide et mal éclairée, l'ancienne reine de France fut dépouillée de ses dernières possessions. Ses bijoux furent confisqués, ses robes remplacées par des vêtements grossiers, et même son nom lui fut retiré. Elle fut appelée simplement veuve. Capet. L'humiliation publique atteignit des niveaux inimaginables. Dans les clubs jacobins, elle était décrite comme une harpie autrichienne, assoiffée de sang français. Dans les rues, on vendait des pamphlets pornographiques qui la représentaient dans des orgies avec des gardes, des courtisanes, et même avec son propre fils. Son image fut complètement défigurée par la propagande révolutionnaire. En janvier 1793, Louis XVI fut guillotiné. Marie-Antoinette fut forcée de porter le deuil, mais il lui fut interdit de montrer tout signe de tristesse en public. Le coup le plus cruel vint en juillet, quand son fils de 8 ans, Louis-Charles, fut arraché de ses bras. Le garçon fut confié à un cordonnier jacobin, Simon, qui avait pour ordre de le rééduquer selon les principes révolutionnaires. Le procès commença le 14 octobre 1793. Les accusations étaient un amalgame de faits historiques et de calomnies grotesques. Elle fut accusée d'avoir envoyé des millions en or à l'Autriche, une accusation fondée sur des faits réels, bien que les montants fussent exagérés. Elle fut accusée d'avoir organisé des orgies à Versailles, un mensonge complet, basé sur des pamphlets diffamatoires. Mais l'accusation la plus monstrueuse, qui choqua même ses ennemis les plus farouches, fut celle d'inceste avec son fils. Le petit Louis-Charles, soumis à des mois de torture psychologique, fut forcé de signer une confession. Quand cette accusation fut lue au tribunal, Marie-Antoinette, qui était restée digne et contrôlée jusque-là, explosa finalement. Si je n'ai pas répondu jusqu'à présent, c'est que la nature se refuse à répondre à une telle accusation faite à une mère. J'en appelle à toutes les mères ici présentes. Le tribunal révolutionnaire n'était pas intéressé par les preuves ou la défense. Le verdict était déjà décidé avant même que le procès ne commence. Fouquier-Tinville, l'accusateur public, la présenta comme l'incarnation de tous les maux de la monarchie.
Cette veuve Capet, ce fléau de la République, cet agent du malheur français. La réaction du peuple au procès fut complexe. Beaucoup, spécialement les femmes du marché qui criaient auparavant pour sa tête, furent impressionnés par sa dignité face aux accusations absurdes. Certains commencèrent à se demander si la révolution n'était pas allée trop loin, mais il était trop tard pour tout changement d'opinion publique. Après 2 jours de procès, à 4 heures du matin le 16 octobre, le jury revint avec le verdict, coupable de tous les crimes de trahison contre la nation française. La sentence était la mort par guillotine, à exécuter ce même matin. Marie-Antoinette entendit sa sentence sans montrer d'émotion, comme si elle attendait ce moment depuis longtemps. Lors de sa dernière nuit, elle écrivit une lettre émouvante à sa belle-sœur, Madame Élisabeth, qui ne fut jamais remise. « Je meurs dans la religion catholique, apostolique et romaine, dans la même foi que mes parents. Je pardonne à tous mes ennemis le mal qu'ils m'ont fait. » Le bourreau attendait déjà dans la cour de la prison, et la guillotine était préparée sur la place de la Révolution. Le matin du 16 octobre 1793, Marie-Antoinette fut réveillée à 5 heures. Vêtue d'une simple robe blanche, ses dernières paroles en prison furent des excuses au bourreau pour avoir accidentellement marché sur son pied. « Pardonnez-moi, monsieur, ce n'était pas volontaire. » L'ancienne reine de France maintiendrait sa dignité jusqu'à la fin. La charrette qui la transporta dans les rues de Paris était la même que celle utilisée pour les criminels ordinaires. Ses cheveux, coupés grossièrement pour faciliter la guillotine, étaient complètement blancs. Les mains liées dans le dos, elle supporta 1 heure de trajet pendant que la foule criait des insultes. À midi, la lame de la guillotine descendit et la tête de la dernière reine de France roula dans le panier. Le traitement réservé à sa dépouille fut délibérément humiliant. Son corps fut jeté dans une fosse commune au cimetière de la Madeleine, recouvert de chaux vives pour accélérer la décomposition. Ses vêtements furent partagés entre les bourreaux comme butin. Ses effets personnels furent brûlés ou vendus aux enchères publiques. La Révolution tenta systématiquement d'effacer sa mémoire. Son nom fut rayé des registres officiels. Ses lettres et journaux furent détruits. Les révolutionnaires allèrent jusqu'à réécrire le calendrier pour éliminer toute référence à la période monarchique. Le palais de Versailles, lui-même, symbole de son règne, fut pillé et abandonné. Les conséquences historiques de sa chute furent profondes et durables. L'exécution de Marie-Antoinette choqua les monarchies européennes, intensifiant les guerres révolutionnaires qui redessinèrent la carte de l'Europe. L'alliance entre la France et l'Autriche, qu'elle personnifiait, fut détruite pour des générations. Le concept de monarchie divine, qu'elle défendit jusqu'à la fin, ne se rétablirait jamais complètement. La plus grande ironie historique fut que beaucoup des réformes qu'elle avait tant combattues finirent par être mises en œuvre par Napoléon Bonaparte. Le Code civil, la réorganisation administrative, même le style empire, dans la mode et la décoration, tout cela avait des racines dans la période qu'elle avait tant méprisée. Sa résistance au changement finit par provoquer une transformation beaucoup plus radicale que n'importe quelle réforme qu'elle aurait pu accepter. Son fils, le jeune Louis-Charles, qu'elle avait désespérément essayé de protéger, mourut 2 ans plus tard dans la prison du Temple, officiellement de tuberculose, bien que des rumeurs d'empoisonnement persistent jusqu'à aujourd'hui. Sa fille Marie-Thérèse survécut et fut libérée en 1795, mais vécut le reste de sa vie hantée par les traumatismes de la période révolutionnaire. En 1815, avec la restauration des Bourbons, il y eut une tentative de réhabiliter sa mémoire. Ses restes furent exhumés et transférés à la basilique de Saint-Denis, lieu traditionnel de sépulture des rois français. Cependant, l'histoire avait déjà fait son jugement. Marie-Antoinette était devenue le symbole universel du despotisme, aveugle de l'arrogance aristocratique et de l'incapacité à comprendre les vents du changement. Ce qui demeure est une figure complexe et tragique.
Elle n'était ni le monstre décrit par la propagande révolutionnaire, ni la sainte martyre dépeinte par les monarchistes. C'était une femme élevée pour un monde qui disparaissait, incapable de s'adapter au nouveau qui naissait. Son histoire sert d'éternel avertissement sur le prix de l'inflexibilité face aux transformations sociales. Comme l'a dit Mirabeau, la reine qui sourit aujourd'hui pleurera demain. Marie-Antoinette a payé de sa vie le prix de ne pas comprendre qu'une couronne aussi divine qu'elle puisse paraître ne peut résister lorsque le peuple décide de changer le cours de l'histoire. Fin de l'histoire. Et vous, nobles spectateurs, qui avez cheminé avec nous à travers les salons sombres de l'histoire, que gardez-vous de ce voyage? Si ce récit vous a touché, inscrivez-vous à notre chaîne, laissez un j'aime et partagez avec ceux qui aiment l'histoire vivante et intense. Et ne manquez pas le prochain épisode. Nous parlerons de l'ascension et de la chute de Napoléon Bonaparte. On se retrouve là-bas